C'est bien pour ça que les méthodes éducatives, au fond, c'est une blague. C'est-à-dire que ça veut pas dire que c'est pas intéressant d'y réfléchir, mais en effet, quel que soit l'âge, c'est pas la question de savoir sur quel ton t'es en train de dire le truc. C'est d'où tu parles, et c'est pas un truc que tu maîtrises. Il y a en effet des moments où tu te sens vraiment au bon endroit, pour des raisons que tu maîtrises pas du tout. Et à cet endroit-là, que tu murmures, que tu parles sur un ton affirmé, de toute façon, en effet, il y a quelque chose où tes paroles vont avoir de l'effet. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir à nouveau rendez-vous avec Carlos Tinoco, essayiste, père, homme de théâtre, psychanalyste surdoué et mille autres choses encore. Pour la petite histoire, Carlos, tu es sans le savoir à l'origine de l'émergence de cette chaîne YouTube. Tu n'es pas du tout responsable de ce qui s'y dit, ni de qui est invité, mais c'est parce que tu as répondu oui à ma première invitation que nous sommes passés avec Gaëtan d'un élan de faire une chaîne à la concrétisation. Donc rien que pour ça, merci beaucoup. Notre bateau pirate, comme tu l'as toi-même baptisé, et c'est resté depuis, est toujours à flot, et on a reçu plein de gens hyper intéressants, et on est ravis de t'accueillir à nouveau. Bonjour. Bonjour, et l'information me plaît. Chouette. J'aimerais également présenter Gaëtan, qui sera en régie durant toute l'émission, et qui viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif. J'en arrive à ma première question pour toi, Carlos. Si tu poses ton attention sur ta sensibilité, là, qu'est-ce qu'elle te dit tout de suite ? Donc en fait, tu vas quand même me contraindre à parler de Je t'en prie. de ce dont j'avais pas forcément envie de parler, ce dont on s'est touché deux mots avant. Alors je vais prendre un détour, mais bon, ça va pas te surprendre et si certaines des personnes qui écoutent ont déjà écouté des trucs de moi, ça les surprendra pas non plus. Mais disons que ça fait 15-16 ans que j'exerce comme analyste et pour moi être analyste, être psychanalyste, c'est pas du tout et ça n'était pas une position de thérapeute, même si peut y avoir des effets très importants dans la vie de la personne que je reçois, mais c'est vraiment un endroit où je pars à la rencontre de l'autre. Et partir à la rencontre de l'autre, et pour moi la meilleure analogie, c'est finalement l'analogie avec le travail de l'ethnographe. C'est-à-dire celui qui va vraiment aller passer des mois et des mois avec une tribu amazonienne ou avec les Inuits, qui va vivre avec eux, qui va incorporer leurs gestes. Alors, à la rencontre de qui part-il ? Des Amazoniens, oui, bien sûr, mais de lui-même aussi, évidemment. Donc, écouter depuis 16 ans quotidiennement les paroles la parole de tout un tas de gens qui ont d'autres histoires que la mienne, ça m'a évidemment beaucoup bougé. Et c'était aussi le but. Enfin, je suis devenu analyste parce que je le voyais comme un voyage, comme une exploration. Et cette exploration m'a amené, ces dernières années, à un endroit qui fait que j'ai plus très envie d'un type de parole comme celui que j'ai eu longtemps. Les modalités de parole que j'avais, que je peux encore avoir en interview ou en faisant des vidéos, ressemblent beaucoup à celles que j'avais quand j'enseignais. Et c'est un endroit où finalement c'est un état de conscience qui est quand ça fonctionne, que les psychologues appellent le flow, et où c'est assez nettement
disons même si dans cet état-là, je suis très à l'écoute des émotions qui me traversent, des images mentales qui surgissent et des mouvements de mon corps, des sensations. Malgré tout, ce qui pilote, ce qui est un peu aux commandes, c'est quand même cette petite instance qui jongle avec les concepts, qui jongle avec les idées, qui construit des raisonnements, qui bâtit des récits. Bon, ça a son côté jouissif, hein, je le renie pas, mais j'ai plus très envie d'être là. Aussi parce que plus j'avance et plus j'aperçois aussi ce que ça a pu avoir pour moi de défensif comme manière d'être au monde, de bâtir des récits ou des explications pas closes sur elles-mêmes parce que j'ai jamais aimé la fermeture. J'ai toujours été assez gourmand des endroits où ça rate, des endroits où il y a des brèches, où il y a des questions nouvelles qui surgissent. Mais plus ça va, plus j'ai envie de pouvoir avoir une parole qui part vraiment pour le coup des doutes, des incertitudes, et qui est absolument plus en charge de tisser un arc qui soit narratif ou conceptuel. Et une parole beaucoup plus vacillante, beaucoup plus hésitante, ou dont les appuis se font d'ailleurs. Je te parlais tout à l'heure des conférences gesticulées de Franck Lepage, encore que dans ces conférences gesticulées, il y a quelque chose de très préparé. Mais disons que bon, effectivement, je pratique beaucoup le théâtre. J'aime beaucoup le dispositif d'improvisation théâtrale. Ce que j'appelle improvisation, c'est pas le match d'impro, c'est vraiment ces états un peu oniriques où on laisse surgir ce qui vient et la rythmique qui vient. Et donc voilà, donc j'appréhende pas, j'ai pas d'appréhension par rapport à l'interview qui vient, mais je ne sais pas très bien de quel endroit je vais te parler, parce que justement c'est aussi ça qui fait que j'ai plus fait de vidéos depuis un moment et que j'ai plus accepté de demandes d'interview. Donc on verra bien, voilà. Ok. Bah, merci pour ton éclairage. Et puis oui, effectivement, moi je suis content qu'on puisse le mettre en début de vidéo. Ça, l'échange qu'on a eu au départ, il change finalement la couleur de l'échange qu'on va avoir aussi. Forcément, il a un impact. Moi, je reçois le coup de fil et puis j'entends ce que tu me dis et je le reçois avec, je pense, euh, tranquillité dans le sens où je sais ce que tu dis, c'est vrai. Et en même temps, l'avantage de ce genre de dispositif, c'est qu'il nous permet d'être distants géographiquement et puis de tisser ensemble un moment qui vaut ce qui vaut, qui est limité, mais qui est moins limité que si on se contentait de cette distance géographique pour dire bah on se croise pas et on parle pas. Donc je te remercie d'accepter malgré tout, vraiment. Non mais Bien. c'est un plaisir, mais disons que voilà, si même je tire sur ce fil, t'avais qu'à pas me lancer. Hein. Ah, je t'en prie, je suis là pour ça. Non, mais disons que bon, ça fait longtemps que je suis exaspéré par les postures d'expertise, surtout s'agissant de questions essentielles de notre humanité. La psyché, c'est un objet d'une complexité étourdissante, et décidément, plus j'avance dans le questionnement, et plus j'aperçois à quel point toutes les théories qui existent, enfin toutes celles que je connais en tout cas, je prétends pas les connaître toutes, mais enfin, elles sont incroyablement infirmes. Le dispositif psychanalytique, il permet parfois des choses extraordinaires. Je le trouve passionnant, très contestable, très questionnable, mais passionnant. Mais la théorie psychanalytique, la théorie de ce dispositif, non pas que Freud ou Winnicott ou Mélanie Klein ou Lacan aient dit que des conneries, il y a plein de choses très stimulantes dans ce qu'ils ont dit, mais au fond, rien là ne me satisfait. Enfin, rien là ne me permet vraiment d'expliquer ce qui se passe quand il se passe quelque chose dans le cabinet d'analyse. De poser des mots plus ou moins maladroits, faut pas réfléchir sans mots, mais et ce que je dis de la théorie psychanalytique, j'ai exactement la même impression avec tout ce que j'ai pu lire de tout un tas d'autres écoles et la psychologie dite scientifique sont ces méthodes qui
ok, la méthode d'observation statistique permet un certain nombre de choses, mais les théories elles-mêmes, elles sont incroyablement spéculatives et elles sont pas moins faiblardes que la théorie psychanalytique. Les faiblesses sont pas exactement aux mêmes endroits, mais bon, bref. Et donc, les positions, disons que l'interview invite quand même celui qui répond à se mettre dans une position d'expert. Et même si je m'en défends et que je me bats contre ça depuis que je fais des interviews, c'est quand même super difficile de sortir de cette place-là. Et plus ça va, plus en effet, j'ai vraiment l'impression que au fond, les gens qui se prétendent experts de la psyché, d'une manière ou d'une autre, le principal enjeu de jouissance, c'est finalement d'opérer un déni sur le bazar de leur propre existence. Tu m'apprends là que, enfin, peut-être il faut pas en parler, j'en sais rien, mais bon, tant pis. Enfin, tu sauras le couper au montage. Tu m'apprends que t'es papa depuis 5 mois. Il y a quand même une expérience que, enfin, ou alors c'est moi qui suis fou, mais quand j'ai eu des enfants, ça me paraissait évident et ça me paraît toujours évident. Il y a une expérience que tu ne peux pas ne pas faire, c'est à quel point t'es complètement dépassé à chaque minute. Enfin, c'est à la fois une expérience vertigineuse, extraordinaire, et d'une complexité qui dépasse infiniment tes capacités d'appréhension conceptuelle. Voilà. Il y a des moments où tu arrives à être au bon endroit, mais un peu miraculeusement, et puis tout le reste du temps, tu patauges et t'essayes. Voilà. Tout ce que ça bouleverse, évidemment, aussi dans ta relation à toi-même comme homme, à ta compagne, tout ce que ça bouleverse dans sa relation à son propre corps, dans ta relation à son corps, dans ta relation à ton corps, etc. Enfin, c'est euh, et comme en plus on est pas seulement sur la douance, mais on est vraiment à l'époque enfin, il y a eu peut-être qu'à toutes les époques c'était comme ça, mais qu'en tout cas il y a ces guerres de chapelle et ces gens qui prennent des postures d'autorité pour balancer des grands trucs sur la parentalité, sur l'enfance, sur l'intelligence, bon. Donc j'ai de moins en moins envie de me prêter, ne serait-ce qu'un tout petit peu à ce jeu-là. Voilà. Je comprends. Je comprends et j'accueille ça avec plaisir, d'autant plus qu'en fait, finalement, dans ce que tu me livres, qui n'était pas prévu de ma part, on s'était pas beaucoup parlé avant que, voilà, il y ait ce coup de fil juste avant ce début d'interview. Et du coup, en fait, moi, je me suis retrouvé dans ce que tu viens de développer, à trouver des résonances avec ce que j'ai préparé, en fait, comme question. Je te demande pas spécialement d'être un expert. Je sais que ce que tu dis là, c'est pas pour me parler à moi spécifiquement, c'est le dispositif qui crée cette façon de s'adresser et ça nous met en situation d'expert malgré nous. Et après, peut-être même des fois, on se laisse un peu emporter par le mouvement et on devient un peu lyrique et un peu péremptoire parce que l'espace le permet, même voire l'encourage. Aujourd'hui, justement, bah, de toute façon, c'est pas un secret. Oui, je suis papa depuis peu de temps et les questions que je vais te poser sont empreintes de cette expérience que je suis en train de vivre, de découvrir pour la première fois. Et bah, tu vois, ma première question, alors j'avais envie de parler avec toi, je t'avais dit un petit peu les thèmes, mais autour de la transmission. Et là, du coup, ce que tu dis, c'est transmettre en vidéo de la façon dont tu l'as fait jusqu'à maintenant, ça a de moins en moins de sens pour toi dans qui tu es aujourd'hui. Et justement, on va essayer d'aller dans ce dispositif limité, un peu visiter ça. Qu'est-ce que c'est que la transmission pour toi, qui n'est pas expert, mais qui a une parole singulière et qui vaut le détour. C'est pas pour autant que ce que tu vas dire, je vais inviter tout le monde à faire exactement pareil ou à penser exactement pareil. Je voulais parler également de la parentalité, de la culpabilité et de la porosité entre l'individuel et le collectif. Et évidemment, tous les autres sujets qui viendront au fur et à mesure de cet échange s'inviter parce que je les ai pas tous anticipés. Et donc ma première question, c'était que je sais que tu es papa de plusieurs enfants et je me demandais, toi qui es aux prises avec le vertige existentiel depuis toujours, bah, comment c'était passer la décision de transmettre ce vertige en ayant des enfants? Euh... Disons, ça a d'abord été tout du long, parce que oui, disons que j'ai un fils qui va avoir bientôt 20 ans, et une fille qui va avoir 14 ans.
Une autre manière de le dire, c'est que j'ai un fils de 19 ans et une fille de 13. euh, et oui, ça a été donc 21 ans parce que en effet, ça démarre pas à la naissance. Euh, ça démarre à ce moment incroyable où avec quelqu'un d'autre, on se dit et si euh, et si on faisait un enfant. Euh, je me souviens très bien du fait qu'à partir du moment où on s'est dit ça et où du coup ma compagne a arrêté la contraception, j'ai vraiment senti que quelque chose basculait complètement dans mon existence. Mais c'est d'abord un éprouvé. Enfin, alors évidemment quand elle est tombée enceinte, euh, mais j'avais même l'impression de ne pas marcher dans les mêmes rues. C'est-à-dire que tout d'un coup, le monde que j'avais en face de moi, c'était pas le monde auquel je me confrontais moi, le monde qui m'était insupportable ou le monde sur lequel je prenais appui pour faire des trucs, le monde que je combattais ou que je subissais. Tout d'un coup, c'était le monde que j'allais transmettre. Et rien que ça, enfin, je me souviens très bien de sensations physiques en posant mes pas, en allant acheter du pain, de sensations physiques, d'émotions extrêmement différentes. Euh, et, euh, et bien sûr que ce rapport à l'existence, c'est-à-dire cette incapacité pour moi, tout aussi bien de me déconnecter de mes émotions que de me déconnecter de tous ces questionnements, qui sont pas d'abord des questionnements abstraits, qui sont d'abord des ressentis. Euh, j'ai fait de la philo. Oui, d'accord, j'ai fait des études de philo, j'ai été prof de philo pendant longtemps, mais c'est pas la philo qui m'a amené au questionnement existentiel. C'est plutôt parce qu'il y avait cette éprouvé là constamment et cette curiosité constamment en alerte que j'ai fait de la philo. C'est dans l'autre sens que c'est allé. Donc donc oui, bien sûr, c'est une expérience vertigineuse depuis le moment où on choisit de s'y engager. Euh, et puis que ce soit la grossesse de ma compagne, tout ce que ça venait agiter en moi, tout ce que ça venait mettre en travail chez elle, euh, l'accouchement, tout ce qui a été réfléchi avant, tout ce qui a été après. Difficile de rentrer trop dans des choses concrètes parce que ce sont des choses relativement intimes et en plus qui ne concernent pas que mon intimité, qui concernent l'intimité de la mère de mes enfants. Donc bon, pas envie de livrer. Mais bon, elle est également analyste et pour elle aussi, il s'agissait pas juste d'être enceinte. Enfin, elle a mené pendant les mois où elle a été enceinte, finalement, elle était complètement à l'écoute de tout ce qui était en train de changer pour elle. Euh, Elle a mené tout un travail sur son propre corps, sur le rapport à la douleur, sur sa conception, sur comment elle voulait accoucher, qu'est-ce que c'était pour elle accoucher. Enfin, et on est passé, enfin, elle est passée en quelques mois d'une position voulant absolument que ça se passe sous péridurale et refusant toute l'injonction qu'elle voyait comme très judéo-chrétienne à il faut souffrir. Enfin, pourquoi une femme devrait souffrir? Pourquoi elle serait assignée à la souffrance? Enfin, elle se rebellait contre ça depuis toujours. Et puis pendant des mois d'éprouver aussi, parce qu'elle m'a énormément parlé, mais voilà, donc j'ai reçu ses paroles, mais qu'est-ce que c'est que d'avoir un enfant dans son ventre je ne peux pas le dire, je peux en parler, mais dans cet éprouvé-là et dans l'éprouvé des connexions très fortes qu'elle a eues avec son enfant, bah, dans tout ce qu'elle a ressenti, et dans tout ce qu'elle a mis en travail et qui mettait en travail toute son histoire, elle en est venue à l'évidence que, en tout cas pour elle, sans du tout en faire une grande injonction, on trouve très bien que la péridurale existe, mais on en est venu à l'évidence que elle voulait être totalement présente, peut sans doute être très présent en étant anesthésiée. Ce qu'elle voulait elle comme type de présence, c'était une présence sans anesthésie, voilà, et euh, et
si possible de la façon la plus alors naturelle. C'est pas une idolâtrie de la nature. Enfin, naturel ne veut rien dire de toute façon. Enfin, ça veut pas dire grand chose. Heureusement que la médecine existe. Hein. Voilà. Mais disons que ne serait-ce que ça nous a fait vivre des choses assez vertigineuses parce qu'en effet, j'étais présent tout du long. Qu'on est sorti de la maison pour le premier à 11h du mat et qu'à 14h, 15h, on était de retour à la maison avec notre bébé qui dormait sur notre lit. Que donc il y a eu une première nuit incroyable, enfin et que ça m'a permis de vivre des sensations folles, que ça m'a permis dans les premières semaines et les premiers mois de vivre cette aventure que tant d'hommes des générations précédentes et même de nos générations, enfin, tant d'hommes sont passés à côté. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que d'être en rapport avec un nouveau-né, qui est peut-être l'un des trucs les plus bouleversants qui soit. Enfin, c'est une expérience tellement fondatrice qu'une partie de ce par quoi je critique aujourd'hui d'ailleurs la théorie psychanalytique vient de là. C'est-à-dire que ce postulat selon lequel le rapport de la mère à l'enfant serait un rapport fusionnel, dans lequel il y a justement fusion imaginaire, confusion, et que ce serait par le langage, par le logos paternel, puisque évidemment le logos ce serait la loi du père, enfin toute cette conception très patriarcale au fond, que la femme serait du côté du corps. Alors je parle d'une certaine conception psychanalytique traditionnelle. Au sein de la psychanalyse, il y a eu énormément de débats. Même quand on dit la théorie psychanalytique, c'est faux. Enfin, ça n'existe pas d'une certaine manière, parce que si on peut reconnaître quelque chose à la psychanalyse, même si elle a aussi été une monstruosité, enfin, je suis pas en train de défendre la psychanalyse. Il y a plein de choses totalement, et même peut-être une majorité de choses totalement indéfendables dans la psychanalyse. Mais après tout, comme dans toutes les pratiques. Enfin, il y a une majorité de choses, à mon avis, indéfendables dans la psychiatrie. Ça veut pas dire que la psychiatrie n'a pas de raison d'être. Et je pense qu'il y a une majorité de choses indéfendables dans l'enseignement, par exemple, et ça veut pas dire qu'il faut pas de prof. Enfin, voilà. Donc c'est bon. Mais disons que reconnaissons à la psychanalyse, avec tous ses travers, d'avoir en son sein produit ou accueilli un certain nombre d'individus qui quand même voulaient beaucoup questionner ce qu'ils étaient en train de faire, et que donc c'est aussi parti dans tous les sens. Voilà. Il n'y a pas une théorie unifiée, il y a beaucoup de gens qui ont développé des choses très différentes. Donc bon, quand je parle d'une certaine théorie traditionnelle, je ne parle que de ça. Mais disons que dans un certain héritage freudien et lacanien, et même s'il y a des choses passionnantes chez Lacan, et même s'il y a une part de tout ce que je suis qui doit beaucoup à Freud et à Lacan, il y a un certain nombre de postulats comme celui-là, comme le fait que disons, si on le traduit dans des termes non psychanalytiques, au fond, ça signifierait que le nouveau-né n'a pas du tout les moyens cognitifs de traiter l'altérité. Et qu'il n'y a aucun traitement cognitif du soi et de l'autre, et que ce serait seulement par le langage, d'abord par le langage intériorisé par la mère, puis ensuite par l'acquisition du langage, que il parviendrait enfin à se constituer comme sujet, et se constituant comme sujet, pouvoir entrer en rapport avec une altérité. Et que dans un premier temps, il serait dans la fusion, du coup aussi dans la toute-puissance, etc., etc. Enfin, je pense que, pour le dire vraiment de manière courte, pour engendrer des postulats et une théorie aussi passionnante et fine que saugrenue, fallait vraiment ne pas être en contact avec un nouveau-né. Il fallait des hommes des générations précédentes qui n'ont pas vécu cette expérience. Des hommes avec un rapport hyper rétréci au fond à leur propre corps, à leurs émotions, et qui ont fui vraiment comme la peste leur nouveau-né. Enfin, c'était le royaume sacré des femmes, et
Enfin, c'est-à-dire que c'était quand même un lieu commun. Je l'ai entendu d'ailleurs de la part d'hommes de la génération précédente, le fait que, de toute façon, un bébé avant ses 3 ans, c'est juste une tuyauterie. Bah, il faut ne pas du tout avoir été en contact avec un bébé pour pouvoir prononcer cette phrase-là. C'est-à-dire que s'il y avait une chose qui m'a étourdi, c'est la richesse de la communication, et je dis bien communication, dès les premières secondes. Et dans ce qu'il m'a semblé comprendre de ce que vivait ma compagne quand il était encore dans le ventre, je suis pas du tout sûr qu'on puisse parler de fusion. D'ailleurs, biologiquement, c'est pas de la fusion. C'est pas le même organisme. C'est pas traité comme le même organisme, même si effectivement il y a des inhibitions d'un certain nombre de défenses qui devraient conduire à le rejeter. Heureusement, ces modes de défense de l'organisme sont inhibés, mais pour autant, voilà, c'est pas clair du tout qu'il s'agisse de fusion. Et si déjà un certain nombre d'espèces animales qui n'ont pas le langage sont tout à fait capables de traiter cognitivement quelque chose comme de l'altérité, alors qu'est-ce qu'on appelle traiter cognitivement? Ça veut pas dire qu'elles sont capables de le conceptualiser comme nous on le conceptualise, mais je suis pas sûr qu'un lombric traite cognitivement l'altérité, mais ce qu'on appelle les mammifères supérieurs ou un certain nombre d'oiseaux, de toute évidence, oui. Enfin, un chat interagit. C'est et en tout cas, dans toute l'expérience que j'ai eue de cette relation prodigieuse, qui met en face de plein de choses, ça révolutionne tellement de choses dans son rapport à l'existence. Disons, répondre de manière exhaustive à ta question nous prendrait, là, pour le coup, pas les 5 prochaines heures, mais vraiment les 5 prochains siècles. Je continue, au fond, à essayer de comprendre ce que j'ai vécu à ce moment-là. Je peux repréciser ma question, Ouais, bien que non, mais là où t'es parti, ça me va tout à fait, si tu veux. J'entends ça, même j'oserais ajouter que puisque je suis en train de le vivre au présent, euh, je vais pas déclarer l'avoir compris. Par contre, je déclare être en train de le traverser, et je peux témoigner du fait que la conscience de l'altérité chez mon fils me paraît beaucoup plus développée que chez pas mal de gens que je croise. Euh, Vraiment, ouais. dans l'attention qu'il porte à chaque nouveauté, à chaque geste, pour essayer de comprendre ce qui se passe, et puis pour, je sais pas, il y a vraiment une concentration et une... Enfin bon, bref, voilà. Il y a, tout a joué son rôle, c'est-à-dire que je suis gaga aussi, et pas du tout objectif, mais avec plaisir. La question que je te posais, c'était toi qui as vécu personnellement un vertige existentiel coûteux en questionnement, en errance, devant trouver en toi des ressources particulières pour rendre tout ça, pour érotiser tout ça, comme tu dirais toi-même. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas de dire je vais transmettre ça à quelqu'un, je vais donner la vie à quelqu'un qui va sans doute être aux prises avec les mêmes problématiques, mais à sa façon. Transmettre ce vertige existentiel en étant parent. Comment ça s'est fait pour toi? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Ah, oui, oui, bien sûr. Mais il y a un adjectif dans ta question dans lequel c'est pas que je me reconnais pas, mais c'est que justement je l'aurais pas employé, et c'est pas pour rien, c'est coûteux. Ok, Parce que disons que, alors coûteux oui, mais si on se contente de ça, ça peut indiquer en creux que si on n'est pas plongé dans ce vertige existentiel, c'est un fonctionnement plus économique, ce dont je suis pas sûr. C'est-à-dire ok. que finalement, la question du coût et de l'économie, comme toujours d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on compte. C'est tout aussi vrai dans les discussions écologiques, par exemple, enfin, tout ce que les économistes appellent les externalités. Donc, quand on dit qu'une entreprise est rentable, qu'est-ce qu'on compte exactement? C'est-à-dire, est-ce qu'on compte, est-ce qu'on intègre dans
dans le coût de fabrication de l'objet, est-ce qu'on intègre tout ce qui d'habitude est externalisé en, par exemple, pollution, ou problème de santé publique que ça va créer, etc. Finalement, tout ce qui n'est pas à la charge de l'entreprise, mais qui est à la charge de la communauté et qui donc devient invisible, est-ce qu'on l'intègre ou pas dans les comptes? Bon, de la même façon, disons, dans cette manière d'être au monde, très mal nommé douance, et puis je sais plus très bien de quoi on parle. Bon, mais dans cette manière, en tout cas, d'avoir besoin de soulever la question du sens de l'existence quasiment à chaque seconde, ou pour le dire d'une autre manière, de pas croire suffisamment au langage, de ne pas parvenir vraiment à constituer les symboles en fétiche suffisants pour tenir. Une autre manière de le dire, c'est qu'en effet, ce qui m'empêche de me foutre par la fenêtre, c'est pas de me dire je suis psychanalyste, ou je sais pas moi, j'ai publié tant de bouquins, j'ai tant de vues sur ma chaîne YouTube. Pour moi, ça signifie rien. C'est-à-dire que soit les choses ont de la saveur et du goût, j'arrive à leur trouver du goût et de la saveur là, ici, maintenant. Soit le simulacre qui consiste finalement à organiser l'ensemble de la vie quotidienne comme un rituel permettant de réaffirmer la puissance des symboles autour desquels on se construit. Ça, c'est une danse dans laquelle j'arrive pas à entrer, j'arrive pas à y croire, ça m'emmerde, ça me déprime. Enfin. Donc évidemment, le coût, c'est peut-être un questionnement plus incessant sur. C'est vrai que je sais pas entrer quelque part sans me dire avec quoi je peux jouer ici, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui m'intéresse, et il faut inventer quasiment à chaque seconde quelque chose. Bon, on peut le voir comme un coup. Ça a sans doute donné à mon existence des allures parfois plus chaotiques, et ça a sans doute engendré des détresses plus aiguës. Mais je trouve que le coût payé par les gens qui en apparence foutent tout ça sous le tapis et sont très adaptés et semblent fonctionner très tranquillement dans ce monde, je trouve que le coût payé est très fort. Y compris au fond, par exemple, en anxiété quasi permanente, en état de dépression larvée quasi permanent. Bon, donc, alors, là où ça répond à ta question, c'est qu'effectivement, je ne me suis pas vécu, moi, même dans les premières années de mon analyse, où finalement la question constante, c'était est-ce que c'est moi qui suis fou, est-ce que c'est le monde qui est fou? Je ne l'ai pas vécu. J'ai eu la chance d'avoir une histoire qui m'a fait le vivre d'une façon qui ne se traduisait pas, qui ne s'exprimait pas par le fait que, ah là là, j'avais vraiment pas de chance. Que les autres, ils avaient l'air de quand même vivre vachement bien et vachement plus confortablement que moi, et que donc, étant qui j'étais, c'est pas évident de léguer un tel fardeau. Si je suis honnête, je l'ai plutôt vécu de manière exactement inverse, c'est-à-dire que je me disais plutôt, mais putain, qu'est-ce qu'ils ont l'air de se faire chier sur le fond. Enfin, c'est pas possible qu'ils passent leur temps et leur énergie à un tel simulacre. Je voyais bien que les corps, enfin, ces fausses fêtes, j'y étais très sensible très vite. J'adore la fête, j'adore danser, mais la vraie fête, et elle est super rare, la vraie fête. Enfin, cette espèce de soirée à la con, quel que soit l'âge, où les gens croient consciemment être en train de beaucoup s'amuser, mais en fait les corps racontent autre chose. Ils racontent soit une espèce de frénésie en force, soit dès que la frénésie s'arrête, une espèce de chute vertigineuse où le corps n'exprime plus que de l'angoisse, de l'ennui et de la détresse. Et soi-disant, c'est de la fête. J'arrivais pas à y croire à ce truc-là. Et donc, je l'ai plutôt vécu, cette manière d'être au monde, je l'ai plutôt vécu comme quelque chose qui me permettait de vivre aussi des choses assez extraordinaires, enfin de
beaucoup profiter de l'existence et de vivre des grandes aventures amicales, amoureuses, intellectuelles, émotionnelles. Donc, j'avais pas l'impression de transmettre à mes enfants une malédiction. Eh ben, je te remercie pour. Donc, du coup, je parlais de moi, je pense. Euh, Oui, bah, Bizarrement, on a du mal mais toute à y la théorie échapper. psychanalytique, peut se résumer en c'est celui qui dit qui est. Oui, tu Oui, parlais de toi, oui. oui. Bienvenue en espèce humaine. Non, c'est ça. Non, le truc, si tu veux, c'est que justement, me concernant, j'ai attendu que de vivre cette prédisposition d'intensité mieux que dans un premier temps de vie. Bien sûr. Parce que dans un premier temps, le pire truc que je pouvais imaginer, c'était de transmettre ma tristesse, mon Mm. impuissance et mon incompréhension de ce qui m'arrivait. Euh, Bien sûr. du coup, il y a eu une renaissance avant de pouvoir faire la suite. Mm. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu de mon côté. Mm. Voilà, le où de ma question, il est là. Alors, cela Euh, dit, après, malgré tout, ta question, là où je peux pas juste l'écarter d'un revers de main, c'est que je vois bien que dans les souffrances qu'ont pu avoir ou que peuvent avoir mes enfants, il y a de tout ça, quoi. Enfin, et que j'ai pas transmis que des habiletés ou de belles choses, ou enfin, et qu'en plus, euh, disons, euh, ce qui m'a fait sans doute poser les pires gestes de père que j'ai pu poser, sachant que j'en ai posé un certain nombre de catastrophiques, enfin, et je défie quand même n'importe quel parent de venir dire le contraire. Parce que s'il y a bien une position qui nous confronte à toutes nos névroses et toutes nos impuissances et toutes nos culpabilités, c'est quand même celle de parents. Donc je vois pas comment on pourrait ne pas merder très 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 régulièrement. Euh, mais parmi les pires pièges que m'a tendu ma position de parent, il y a quelque chose qui rejoint ta question, mais sous un angle un peu différent. Il y avait quand même ce sentiment que j'avais d'être un survivant de ma propre histoire. C'est-à-dire ce sentiment que j'avais que finalement, c'était super d'être comme ça et de vivre comme ça, mais que pour que ce soit super et pour que ce soit pas un désastre absolu, il avait vraiment fallu jongler constamment. Cette impression d'avoir été tout du long une espèce d'acrobate dansant sur un fil au-dessus du vide. Euh, D'avoir malgré tout fait de très bonnes études alors que j'étais totalement inadapté au système scolaire tel qu'il était, et que vraiment des sorties de route, il y aurait pu en avoir des dizaines. Bon, et puis ce dont je parle par rapport à l'école, je peux le décliner sur absolument tous les terrains. Mais donc d'être tellement inadapté par rapport à ce monde que le fait même que j'y ai finalement une place assez confortable et relevait moitié du miracle, moitié d'habileté euh, d'habileté mise au service du truc à des moments très précis et voilà le jongleur qui doit surtout pas laisser tomber les balles parce que si elles tombent c'est lui personne ne le sauvera quoi. Et ça m'a conduit évidemment à un geste parental pas paranoïsant, faut pas déconner, enfin disons ou alors on emploie le mot de façon très mais disons quand même à quelque chose d'un sentiment d'urgence à leur transmettre mes clés, mes habiletés, mes manières de faire, ce par quoi j'avais quand même réussi à survivre dans ce monde tel qu'il est. Et et bon, il y a un truc à mon avis auquel tu vas te confronter, à moins que tu aies la chance toi que ça marche, mais c'est que évidemment tout ce qu'on essaye de transmettre un peu en force, parce que c'est l'urgence de le transmettre, parce que c'est absolument nécessaire, parce que ça on n'imagine pas ne pas le transmettre. Tout ça, on transmet de la pire manière qui soit. Enfin, l'enfant, il reçoit l'angoisse et il a une manière très saine de répondre bah non, tes trucs tu te les gardes. Et qu'en plus, en effet, même parler d'habileté, c'est bidon parce que disons que ce qui m'a permis moi à certains moments de poser des gestes
qui ont été féconds ou salvateurs dans ma propre existence, c'est pas universalisable. Ces gestes n'ont été féconds ou salvateurs que parce qu'ils correspondaient très exactement à qui je suis et à qui je suis aussi bien dans mes qualités, dans mes défauts. Enfin, finalement, ils étaient d'une certaine façon la somme de toute mon histoire, aussi avec ses travers, ses accidents, et que ça paraît un truisme, mais là aussi, finalement, arriver au fond, c'est ça, arriver à ne pas parler de soi, c'est-à-dire arriver à prendre en compte l'autre. La phrase est pas de moi, mais je l'aime beaucoup. C'est que la psychanalyse, c'est apprendre à compter jusqu'à 2. C'est le travail d'une vie quand même. Voilà, d'arriver quand même à entendre quelque chose de l'altérité de l'autre. Et quand c'est ton enfant, c'est pas facile, surtout aux endroits où t'es angoissé. Et bon, voilà, apprendre à ne rien maîtriser là aussi, parce que tout ce que j'avais pu théoriser par ailleurs pour ma propre existence, que finalement c'était pas dans la maîtrise, c'était dans l'impro que ça se passait, et que ça va tant que la responsabilité c'est la tienne, enfin que c'est toi qui payes les conséquences de tes tâtonnements. Mais quand tu vois que tu maîtrises rien, et t'as cette espèce d'être immaîtrisable devant toi, et qu'à certains moments il est en souffrance, voire très en souffrance, et que tu sens bien que une partie de sa souffrance, une partie non négligeable de sa souffrance vient aussi de tes conneries. Enfin, voilà, tu le sens. tu peux pas tellement pleurer là-dessus. Enfin, tu sais pas. En plus, c'est pas comme si tu savais en quoi t'as déconné. Tu sens juste que tes conneries sont pour quelque chose. Alors bien sûr aussi celle de l'autre parent. Enfin, en plus, au moment où tu te poses la question, non seulement tu es en train de culpabiliser, mais tu es en train d'en vouloir à l'autre parent qui culpabilise et t'en veut. Enfin, t'es quelque part dans un espace qui est entre Verdun, mais entre les deux tranchées. Enfin, quand on est sorti de la tranchée et qu'on est sous les obus, et une salle d'opération dans un hôpital d'urgence où il faut poser le geste exactement juste et très précis pour t'essayes de faire ça sous les obus, c'est super. Donc donc voilà, pouvoir admettre et admettre pas seulement théoriquement, mais mettre en œuvre le fait que c'est leur chemin, et que c'est à eux de parvenir à trouver les ressources face à un monde aussi inepte, et que les tiennes ne leur serviront pas directement et qui pourront pas les ingérer, que au fond indirectement ils prendront appui sur quelque chose de tes ressources pour se forger les leurs, mais qu'elles ressembleront pas du tout aux tiennes. Work in progress. Je n'aurais pas la prétention de dire que ça y est, tout ça c'est derrière moi. Je regarde ça avec une grande condescendance et je ne tombe plus jamais dans ce piège. Moi, je te remercie pour ton éclairage et il y a plein de choses avec lesquelles je suis en connexion dans ce que tu partages et notamment en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis en lien beaucoup avec ça, c'est le fait que le sens, s'il n'est pas frais, s'il n'est pas fraîchement posé, alors on a affaire à quelque chose de mort. Et en fait, j'ai l'impression que dans l'envie qu'on a de transmettre tel quel les les moments où on a dû déployer des trésors d'inventivité pour trouver notre solution, notre couleur, notre façon de poser qui on est dans ce monde, ça a du sens, c'est devenu quelque chose qui a du sens pour nous. Et en fait, ce qu'on oublie là-dedans, c'est qu'on a tellement besoin, je crois, d'être auteur de ce qu'on pose, Bien sûr. que du coup, vouloir imposer une technique, c'est en fait dire, bon ben, c'est annuler cette possibilité d'une certaine façon, parce qu'il y a déjà un auteur. Il y a déjà un auteur derrière le geste. Du coup, je me posais plein de questions. Alors, j'ai écrit plusieurs questions, mais je pense que je peux les résumer en une seule. Parce que il y a plein de choses comme ça où il y a énormément de mots et de récits derrière le fait, par exemple, d'être père ou d'être mère, d'être parent. Et concrètement, quand on le devient, toi, c'est quoi pour toi être père? C'est quoi ton expérience de père? Comment tu te branches dessus? C'est-à-dire que t'es une personne,
biologiquement, tu es le parent de tes enfants. Il va falloir les rencontrer dans leur singularité, mais à la fois, il y a des moments où on est responsable, limite, de ce qu'ils vont devenir. Donc là, moi, je pense le mode d'éducation, je pense toutes ces questions qui sont cruciales et qui soit penchent du côté, alors je caricature un petit peu, mais soit penchent dangereusement du côté de la marginalité pré-pensée, préparée, enfin parce que du coup, si on va dans un chemin, on va vraiment aller dans la marginalité de départ, soit tenter une espèce de figure acrobatique en disant allez, on va dans le bain collectif le plus classique et on préserve, nous, cette singularité en étant bienveillant avec notre enfant. Je sais pas comment... Voilà, il y a plein de questions en une. Je te laisse te débrouiller avec ça te Ouais, va? ouais, ça me va. Euh, Écoute, déjà, être père, donc, en tout cas, moi, je n'ai pas pu ne pas me confronter. Là aussi, à un vertige qui a à voir avec des considérations anthropologiques. C'est-à-dire que on hérite de culture, mais peut-être qu'en plus toutes les cultures ont fait ça. À notre connaissance, c'est bien possible. Toutes les cultures sur la différence sexuelle, ont bâti des genres avec une étanchéité du masculin et du féminin complètement délirante. Enfin, c'est plus fou d'une société à l'autre. Euh, c'est pas toujours nettement inégalitaire, ça l'est souvent, mais même dans les sociétés égalitaires, même dans les sociétés dont on peut se dire, c'est pas sûr que ce soit du patriarcat, c'est pas sûr qu'il y ait eu des sociétés vraiment matriarcales, mais enfin il y a des sociétés où on peut se demander. Mais même dans celle-là, à notre connaissance, il y a une étanchéité très forte du masculin et du féminin. Même quand il n'y a pas de raison objective à ce qui est division du travail, dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs, où on pourrait tout à fait imaginer qu'il n'y ait pas de division du travail, quand il y en a toujours une, et elle obéit à une logique sexuelle. Et pour d'ailleurs faire pièce immédiatement à une objection qui pourrait surgir, ça n'obéit pas à ce que le dimorphisme inviterait à fonder. C'est-à-dire que parce que ce n'est pas vrai que seraient réservés aux hommes les travaux de force. Il y a des sociétés où l'essentiel des travaux de force est accompli par les femmes. Comme ce n'est pas vrai qu'on puisse considérer que c'est la simple prise en compte de la grossesse ou des cycles hormonaux des femmes. Il y a plein de sociétés où la femme elle trime absolument tous les jours de l'année et même quand elle est enceinte, elle s'arrête de trimer 2 jours avant d'accoucher et elle recommence 2 jours après. C'est, voilà, on peut pas plaquer ce dimorphisme qui existe. Enfin, il y a un dimorphisme biologique qui n'est pas non plus considérable. Hein. Sur la force physique, c'est pas considérable, mais il y en a un. Et sur les rôles dans la procréation, il y en a un aussi, évidemment, plus important. Mais on peut pas, ça fonctionne pas de considérer que c'est ça qui a organisé la division du travail dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, dans les sociétés préhistoriques. Enfin, ça marche pas. Donc on peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi alors faut-il que toutes les activités soient ou masculines ou féminines Et c'est pas simplement les activités. Pourquoi faut-il qu'il y ait un savoir féminin, un savoir masculin? Pourquoi faut-il qu'il y ait des rôles aussi spécifiques? Pourquoi faut-il même qu'il y ait des mobilisations des ressources cognitives? Parce que pour le coup, les ressources cognitives, je veux dire, l'intuition n'est pas féminine. Évidemment que les cerveaux des hommes sont tout à fait capables d'intuition. Le raisonnement discursif n'est pas masculin. Enfin, l'écrasante majorité des processus de traitement d'information, ils n'obéissent pas normalement à une logique de genre. Ils sont pas déterminés par le sexe biologique de l'individu. Mais dans presque toutes les sociétés, il y a des formes de savoir féminines et des formes de savoir masculin. Il y a des modes de rapport. Alors dans notre culture, par exemple, un rapport intuitif qui laisse la place à la rêverie, aux émotions, c'est féminin. Comme si les hommes n'étaient pas capables, eux, de rêvasser ou d'être émus. Alors, évidemment,
si on éduque les petits garçons en leur disant il faut pas rêvasser, oh là là, t'es une fille, puis si t'es trop à l'écoute de tes émotions, t'es pas un mec, etc. Oui, ça finit par produire de la réalité. Ça finit par donner des hommes qui effectivement sont très coupés de leurs émotions. Mais biologiquement, ça n'a aucun sens cette distinction. Et observons quand même que toutes les cultures à notre connaissance ont fondé leur édifice symbolique sur la construction d'une opposition assez délirante entre le masculin et le féminin. Et donc aussi évidemment sur la fonction de père et la fonction de mère. Donc déjà pour commencer à répondre à ta question, être le père de mes enfants, je veux dire que ça a aussi beaucoup été être la mère. C'est-à-dire que j'ai adoré leur donner le bain, j'ai adoré les bercer pour qu'ils s'endorment. J'ai adoré, j'ai détesté parfois, hein, justement, j'ai vécu ce truc-là où t'atteins des états de fatigue que tu pensais même pas possible. Tu dois voir de quoi je parle. Enfin, oui. Sauf si ton bébé, miraculeusement, il est de ceux qui, effectivement, dès le début, font des nuits incroyables. Non, possible, non, j'ai ma petite expérience, ça va. Voilà, bon. Mais même ça, finalement, c'est pas que douloureux. C'est-à-dire que j'ai le souvenir, en effet, d'avoir atteint des états de fatigue que je ne pensais pas possibles, mais au sein de ces états de fatigue, d'y trouver des forces et des ressources que je ne pensais pas possibles non plus. Espèce de truc... Et en effet, le moment où t'es réveillé, ça fait des semaines que t'as pas dormi plus d'1h30 d'affilée, et où t'es réveillé pour la xème fois, et où au moment où tu te lèves, c'est une souffrance pure et un état de détresse, enfin, et où tu le prends dans tes bras et où il braille et te viennent à la fois des pulsions de meurtre, des envies de disparaître, des culpabilités terribles, parce que au moment où tu as l'image mentale de le foutre par la fenêtre, à la seconde d'après, tu te sens vraiment un monstre, enfin, et tu le serres d'autant plus fort que... Bon. Et donc tout ça pendant qu'il continue à brailler, parce qu'il comprend pas d'ailleurs, enfin, parce que sans doute ton corps est en train de lui donner des informations complètement contradictoires, et ça le fait brailler encore plus fort. Enfin, je veux bien croire qu'à ces instants-là, finalement, ta présence n'est pas particulièrement rassurante. Et simultanément, de cet état de cauchemar absolu où tu te sens totalement impuissant, c'est-à-dire que et en plus ça vient agiter en toi des sentiments d'impuissance et de culpabilité bien plus profonds. Tu te dis mais voilà, j'arrive même pas à le calmer, je suis vraiment juste une merde, j'ai toujours été une merde. Simplement maintenant j'en ai la confirmation. Et on ne sait trop pourquoi. Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est même ton gamin qui te le donne? Enfin, c'est-à-dire que il y a tu bascules en quelques secondes dans une espèce d'état de grâce où c'est quand même merveilleux de l'avoir contre toi et au moment où tu trouves ça merveilleux, quelque chose de l'échange entre les corps fait qu'il s'apaise et où il s'endort contre toi et t'es au paradis comme tu l'as rarement été après quelques secondes après avoir été en enfer comme tu l'avais rarement été. C'est aussi extraordinaire à vivre. Enfin, c'est pas que horrible, loin de là. Enfin, ça transforme très en profondeur plein de choses dans la perception qu'on a de soi-même et du monde. Et donc, j'ai aussi adoré ça. Adoré cette somme de contraintes hallucinantes. J'ai détesté et adoré à la fois. J'ai observé aussi, d'ailleurs, que je développais des choses qui, jusqu'à il y a pas longtemps, étaient considérées comme forcément féminines, puisque relevant de l'instinct maternel. Mais peut-être tu t'en es rendu compte toi aussi de ce moment où ton bébé pleure et tu sais ce qu'il a. Tu sais ce qu'il est en train de te dire. Tu sais pas pourquoi tu le sais. Les gens qui sont là te disent oh il a peut-être faim. Non, là il a pas faim. Non, je pense qu'il a froid. Tu sais pas du tout pourquoi tu sais qu'il a froid, mais tu sais que tu sais. Et tu sais pas toujours, mais quand même très souvent, effectivement, c'était bien ça. Ou par exemple cette espèce d'attention extrême que tu développes sans même savoir que tu la développes, mais qui fait que par exemple tu l'as emmené à un dîner, il est posé dans son cosy dans un coin, il dort depuis un moment et les discussions sont assez fortes. Enfin voilà, il y a vraiment un bruit de fond assez important. Et à un moment au milieu de ce brouhaha, c'est peut-être même toi qui es en train de parler. Mais tu entends, et tu sais même pas comment tu peux entendre qu'il a très légèrement couiné. C'est absurde, mais tu l'entends. Voilà, cette espèce de
connexion qu'on pensait liée à l'instinct maternel, de vivre ça, c'est très beau, très fort. Enfin, Ouais, et ça change pas simplement le rapport au bébé, ça change le rapport à l'autre. je me permets justement, effectivement, en fait, c'est d'avoir de s'être autorisé cette connexion directe, de pas avoir attendu qu'il parle pour s'y intéresser ou qu'il bouge ou qu'il soit déjà bien éduqué pour s'y intéresser. Forcément, la connexion s'en fait sentir. Et bien sûr. Et cette connexion, ce que tu évoques, moi, ça va aller sur l'échec de la volonté, en fait. C'est-à-dire Ben que oui, bien sûr. si on n'est pas aligné, en fait, on y va au pied de biche. Et il le sent. Oui. Et donc, du coup, tant qu'on sera pas aligné, ça marchera pas. Il y a vraiment Ah ce ben c'est truc-là. bien pour ça que, alors, je te rejoins complètement, c'est bien pour ça que les méthodes éducatives, au fond, c'est une blague. C'est-à-dire que ça veut pas dire que c'est pas intéressant d'y réfléchir, mais en effet, quel que soit l'âge, c'est pas la question de savoir sur quel ton tu es en train de dire le truc. C'est d'où tu parles, et c'est pas un truc que tu maîtrises. Il y a en effet des moments où tu te sens vraiment au bon endroit, pour des raisons que tu maîtrises pas du tout. Et à cet endroit-là, que tu murmures, que tu parles sur un ton affirmé, de toute façon, en effet, il y a quelque chose où tes paroles vont avoir de l'effet. Et il y a beaucoup plus de moments, malheureusement, où tu te sens pas du tout au bon endroit, où tu sens que tu patauges dans la semoule, t'es le hamster dans sa roue en train d'essayer de... Au fond, d'ailleurs, ton sentiment d'impuissance inverse même la relation. Finalement, tu te retrouves dans une position tout à fait infantile où tu sens dans toutes les fibres de ton être que tu es un petit gamin essayant de chercher une clé qu'il trouvera jamais. Et là, mais que tu menaces de punition, que tu cries, que tu parles très calmement, que que tu te mettes à hauteur d'enfant pour dire oui, tu comprends. Enfin, quel que soit ce que tu essaies, de toute façon, ça marche pas. Parce qu'effectivement, l'essentiel de la communication, il se passe pas à cet endroit. Et c'est aussi cette expérience qui a fait psychanalyste que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que parce qu'au fond, quand il se passe quelque chose dans un cabinet de psychanalyse, c'est parce qu'on s'est branché et qu'on communique à un endroit qui est finalement très proche de la communication qu'on a avec le nouveau-né. Euh, la fameuse talking cure, comme on appelait la psychanalyse, donc la cure par la parole. Déjà, selon moi, c'est pas une cure. Et en plus, talking, je demande à voir. Oui, ça passe par la parole, mais finalement, l'essentiel de ce qui se passe dans les vibrations de la voix, passe dans tout ce qui est de la gestuelle, de tout ce qui vient donner corps à la parole. Ça passe pas par les mots qu'on est en train de prononcer, de comment on les prononce. Et, et ça, c'est bien sûr entrer dans une relation à l'autre qui est culturellement dans le terrain du féminin. Euh, c'est essayer d'être toujours plus sensible à ce qui vibre dans tes propres émotions, dans tes propres intuitions, et ce qui vibre aussi dans ce que tu perçois des émotions de l'autre et dans les mouvements mystérieux de l'imaginaire que tout ça est en train de susciter, et chez l'autre et chez toi. Et puis de toute façon, ça tombe bien parce que le rôle de père traditionnel, de toute façon, il est mort et enterré. C'est même si il y a tout un tas de gens, dont certains qui se réclament de la psychanalyse en plus. J'ai pas envie de faire de polémique, mais il y a quand même des gens qui donnent des envies de meurtre. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui font de la guidance parentale. Vraiment. Il y a tout un tas de gens dont le job est de recevoir des parents en détresse ou des gamins pour leur raconter comment il faut éduquer un enfant. Il y a même des bouquins qui sortent pour expliquer à quel point, voilà, il suffit d'avoir compris il fallait envoyer le gamin dans sa chambre et que ça résolvait tout et que tous les maux de notre société aujourd'hui, c'est parce qu'on ne sait plus envoyer les gamins dans la chambre. Tout ça en plus matiné avec un discours qui est d'une crétinerie inouïe, d'une ignorance crasse, mais avec quand même quelques concepts poudre aux yeux qui... En plus, c'est illisible. Enfin, en plus, c'est jargonnant. C'est non seulement très pauvre, quand on sait lire, on voit qu'il y a le travail théorique derrière, il est d'une faiblesse hallucinante, mais en plus, c'est jargonnant. Enfin,
tout pour plaire. C'est peut-être pour masquer. Oui, C'est bah ça. oui, aussi, oui, oui, bien sûr, c'est l'enfumage habituel. Et je ne dis pas que, je dis pas pour autant que les méthodes modernes, justement, en tant que méthode, par exemple, Isabelle Filiosa, c'est super parce que c'est plein d'humanité et c'est très fin et il y a plein d'intelligence dans ce qu'elle écrit. Mais si on le prend comme méthode, ça marche tout aussi peu que les méthodes traditionnelles. Les méthodes marchent pas en fait. S'il y a vraiment un endroit où il faut accepter que c'est pas du côté de la maîtrise que ça se passe et qui nous emmène en effet à remettre sacrément en cause la notion de volonté, c'est bien ça. C'est bien cet endroit-là. Et, et, et le père traditionnel, on oublie une chose. On oublie que il jouait son rôle en effet. Euh, Vraiment son rôle de finalement d'ogre quand déjà il était un ogre pour la mère. C'est-à-dire que c'est ça qu'on oublie. C'est qu'effectivement, le moment où la mère pouvait utiliser cette arme et dire à l'enfant ou à l'ado, je te préviens, je vais en parler à ton père quand il va rentrer ce soir. Ce qui faisait que cette parole avait une certaine efficacité. Et même là, d'ailleurs, il ne s'agit pas de dire non plus qu'elle avait une efficacité si incroyable que ça. Si on étudie les taux de délinquance juvénile et de désobéissance dans les années 20, ils sont pas tellement moindres qu'aujourd'hui. Hein. Le discours selon lequel à l'époque tout le monde marchait droit, là aussi c'est un déni de réalité complet. Mais en tout cas, quand il y avait une certaine efficacité, c'était lié aussi au fait que la mère qui était en train de dire je te préviens, je vais en parler à ton père, euh, elle-même c'était une épouse qui avait super peur de son mari. C'est-à-dire que c'était vraiment un ogre, y compris pour sa femme. Il pouvait éventuellement la battre, lui hurler dessus, ou en tout cas lui rendre la vie impossible. Donc, tout dans le corps de la mère exprimait la crainte de cette figure qui allait rentrer le soir. Maintenant, effectivement, une mère qui dit, d'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup qui disent ça, mais enfin, une mère qui dit, tu sais, je vais en parler à ton père, elle est en train de parler d'un homme dont elle-même s'autorise très bien à lui dire tous les 3 jours, mais t'es complètement con. Enfin, heureusement, hein. Je suis féministe, je trouve très bien qu'une femme puisse dire à l'homme avec lequel elle vit au moment où il est complètement con, qu'elle puisse lui dire, mais enfin, ça va pas, non? C'est quoi tes conneries? Bon, enfin, à partir du moment où elle ne le craint plus, évidemment qu'elle a du mal à le faire craindre à ses enfants. Enfin, et si on ajoute à ça que le père en question, s'agissant de toi, de moi et de tout un tas de pères de notre génération, euh, on n'a aucun enjeu de jouissance à être craint, j'aime pas faire peur aux gens. Et ça fait partie aussi de ce qui fait que j'arrive pas à m'accrocher au titre, c'est que moi, les endroits où les lieux d'interaction sociale où si je dis oui, je suis normalien, agrégé de philosophie, je suis psychanalyste, d'abord je le dis jamais comme ça, mais même quand l'information sort, si le moment où en face quelqu'un se sent comme une biche prise dans les phares d'une voiture, il se dit oh là là, va falloir que je fasse gaffe à ce que je dis, oh là là, il est forcément beaucoup plus intelligent que moi. C'est un lieu qui est horrible pour moi. Enfin, la distance que ça met entre nous, j'arrive pas du tout à en jouir. J'arrive pas du tout à me dire oh, ça prouve bien que je suis important. Euh, ceux dont on jouit tant d'hommes parce que dès qu'ils avaient le moindre pouvoir, ils étaient chefs de ceci, directeurs de cela, machin, etc. Bah, ils sentaient quand ils traversaient les couloirs de l'institution que tout le monde les regardait avec crainte. Je déteste ça. J'ai envie de le vivre nulle part. Et alors si j'ai déjà pas envie de le vivre dans des lieux dehors, que j'ai encore moins envie de le vivre avec la femme que j'aime ou avec mes enfants. Bah, disons que je me permets, mais juste le sentiment que ça me donne là quand je suis branché sur ce que tu dis, c'est qu'en fait, quand on opère de cette façon-là, on va être dans une tour d'ivoire tout seul perché et malheureux C'est ça. à un des seuls endroits où finalement on peut développer de l'amour, du contact et de la connexion, Oui, c'est ou ça. de l'intime, C'est ça, même c'est s'il y en a horrible. d'autres, mais bon. Oui, oui, mais c'est ça, c'est horrible. C'est la solitude infinie de ces zones de pouvoir. C'est terrible. On n'a rien perdu. Hein. On a tout gagné en n'étant plus ces hommes-là. C'est pas plus simple, mais leurs difficultés à eux, j'en veux pas.
Oui, bien sûr, quelle solitude atroce. Et mais donc évidemment, du coup, comme représentant d'autorité, on est des blagues, quoi. Enfin, je vais te raconter le moment où ma fille a, le moment où elle a foutu en l'air mon autorité, mais façon puzzle, euh, éparpillée aux quatre coins du vent. Enfin, euh, elle était à l'âge, c'est entre 1 et 2 ans, mais tu vas voir, tu vas connaître ça. Le jour où ton gamin apprendra à sortir tout seul de son lit à barreaux, tu vas voir. Donc, euh, donc un soir, bon, on habitait un duplex et donc un soir, on voit la petite crapule descendre l'escalier, hyper fière, hyper contente, morte de rire parce qu'elle était sortie de son lit à barreaux. Bon. Alors nous, parents modernes d'ailleurs, la première fois qu'elle descend comme ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, nous aussi on jubile. Enfin, évidemment, on la voit super heureuse, super fière, super contente. Nous aussi on est super heureux, super fiers, super contents. Donc c'est quand même un moment de jubilation intense à trois. Euh, Lié au fait qu'elle vient de désobéir quand même. C'est-à-dire, elle vient de transgresser une limite qu'on lui avait mise, certes pour la protéger. Le lit à barreaux, c'est d'abord pour la protéger. Enfin, elle vient quand même de s'autoriser à franchir une limite. Et ça produit quoi? Ça produit un grand moment de jubilation collective et familiale. Je ne le regrette pas. Je dis juste, si on vit ce genre de moment, avec ce que ce genre de moment inscrit et dépose dans l'éprouvé de l'enfant, qu'on s'étonne pas trop qu'on soit très très mauvais pour faire agir la loi de façon traditionnelle. Enfin, bon, donc un soir, donc voilà, elle descend une première fois. On l'a pas applaudi, mais au fond on l'a fait si. Enfin, je veux dire, voilà, elle descend, elle est toute fière, et il y a deux parents qui sont en train de dire ah bravo ma fille, ah t'es sortie de ton lit, bah ouais oui bon, bon. Même si au fond parce que enfin justement on avait déjà eu le grand, on savait qu'on était dans la merde. Donc on n'était pas que content, enfin, on était content, fiers, machin, etc. Puis aussi on se dit oh putain merde, ça y est, elle sort de son lit à barreaux. Bon, donc alors passé le moment, il dit oui, bon, ah oui, bon, c'est chouette, oui, bon, mais là, il faut quand même se coucher, je la prends dans mes bras, je la remonte, je la remets dans son lit. Mais elle, évidemment, elle irradiait la joie, elle pétillait. Euh, la probabilité que du coup elle se dise bon bah d'accord, ok, j'ai accompli mon exploit, maintenant je vais dormir tranquillement, proche de zéro. Donc évidemment, 3 minutes après, elle est de retour dans l'escalier en espérant revivre la scène initiale. Bon, donc ça se revit pas tout à fait de la même façon. Bon, non mais il faut vraiment se coucher ma chérie, enfin, bravo, mais allez, maintenant au lit. Bon, à la 5e ou 6e fois, on commençait à plus en pouvoir parce qu'on sentait bien que c'était notre soirée qui allait y passer. Et en même temps, évidemment, on est beaucoup trop en empathie pour pouvoir être juste énervé. Enfin, c'est-à-dire que même le moment où on n'en peut plus, il y a plein de voix en nous, mais il y a des voix qui sont en train de dire je te comprends vachement. Moi aussi, je continuerai à sortir de mon lit à barreaux si j'étais toi. T'as bien raison. Bon, et on peut pas les éteindre tout à fait ces voix-là. Donc bon, je décide justement. C'est les moments où on se dit. En plus, c'est les moments où on a quand même le spectre de nos parents ou de nos grands-parents, c'est-à-dire des espèces de figures fantomatiques, d'une statue du commandeur qui nous regarde en fronçant le sourcil et en disant « Tu es vraiment faible. » Ça fait 6 fois qu'elle sort de son lit à barreaux et t'es toujours en train de sourire comme un crétin. C'est lamentable. Bon. Et donc, je décide de prendre appui sur la partie de moi qui était agacée, parce que vraiment, je commençais à en avoir marre, pour feindre une colère plus importante que celle que je ressentais. Donc je me fronce les sourcils, enfin, une espèce de caricature de justement parce qu'au fond, on est très mauvais acteurs. C'est pas vrai que j'étais vraiment en colère. J'étais agacé, ça me saoulait, mais en même temps, bon. Donc je fronce les sourcils, je la saisis, pas brutalement, mais quand même. Enfin, voilà, je la prends pas délicatement dans mes bras. Je dis bon allez, maintenant ça suffit, tu vas dormir. mais, mais, mais même là, j'arrive pas à y croire. Bon, bref, je monte avec elle en gardant mon sérieux. Je la pose dans son lit, pareil, un peu sèchement, enfin, voilà, moins câlin que d'habitude quand même. Vraiment, je la pose dans son lit.
Et je m'entends lui dire, en martelant un peu les syllabes, et d'ailleurs, ça aussi, tu dois déjà l'avoir vécu. Le pire, c'est que dans les moments où on se met à devenir des caricatures de nous-mêmes, en fait, c'est même pas de nous-mêmes qu'on est des caricatures, c'est des caricatures de nos parents. Bien sûr. Donc j'entends la voix de ma mère énervée à travers moi, et au même moment où je l'entends, il y a une autre voix en moi qui me dit mais quelle marionnette sinistre et débile t'es en train de faire là. Enfin, c'est quoi ton truc? C'était déjà grotesque quand c'était ta mère, alors si en plus c'est toi, enfin bon, bref. Donc mais bon, donc je lui dis vraiment en martelant les syllabes dans ma prononciation. Je dis bon, écoute, maintenant ça suffit. Tu ne sors plus de ton lit et tu essayes de t'endormir, d'accord? Et là, elle me regarde avec un air d'une malice et elle m'imite. Elle fait d'accord. Putain, je suis parti dans un fou rire. Impossible. Et dans ce fou rire, il y avait ce sentiment d'être cuit, quoi. J'avais envie de dire, ok, c'est bon, t'as gagné, ma fille. T'as gagné. Maintenant, on va se débrouiller avec ça. Mais oui, bien sûr, j'ai perdu. J'avais déjà perdu avec ton frère. Ce père-là, je n'arriverai jamais à l'être. Bon, bah, on invente à partir de ça. Voilà, oui, oui. C'est bien sûr que ça oblige à être à un autre endroit. Ça oblige à inventer une parentalité complètement différente. Et pour ça, oui, en effet, il n'y a pas de méthode. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant de lire à droite à gauche, etc. Mais finalement, ça oblige à inventer au fur et à mesure. Et à inventer une forme de dialogue qui n'est pas sans dissymétrie, parce que justement, c'est pas pour ça je suis pas le copain de mes enfants. Tiens, on peut rire ensemble, on peut jouer ensemble, etc. Mais je me sens pas le copain. Ou alors, plus exactement, à certains moments, je peux me sentir le copain, mais comme je peux me sentir plein de choses à la fois, y compris leur pire ennemi à certains moments. C'est bien sûr qu'il y a une dissymétrie, mais au fond, cette dissymétrie, c'est comme s'il fallait la réinventer à chaque moment. C'est trouver à chaque moment la dissymétrie juste. Euh, voilà. Et ça donne aucune solution. Ça, ça dit juste qu'il va falloir non seulement se poser plein de questions, mais se les poser en sachant que la solution ne sera jamais théorique, que c'est intuitivement qu'on va sentir que tiens, là, c'est plutôt comme ci, comme ça. J'ai ce ressenti, justement, que quand on ne sait pas, quand on veut pas se frotter au vertige de pas savoir et d'être en équilibre sur le fil, pour pouvoir réinventer chaque seconde ce qui est en train de se vivre et la position qu'on est en train d'inventer en même temps qu'on la vit, enfin, quelque chose d'assez intense et d'assez riche d'enseignements, même qu'on pourra sans doute jamais réutiliser vraiment, mais quand même. D'expérience en tout cas marquante. Le fait d'avoir recours à des méthodes, finalement, c'est la même mécanique que de se fondre dans un récit collectif pour ne pas avoir à se penser en solitude. Donc en fait, c'est finalement des costumes prêts à être, et on en connaît beaucoup des gens qui vont être moulés dans des méthodes plus que en lien avec leur cœur, je dirais, pour Hum. aller vite. Oui, mais bien sûr. Donc, c'est un réflexe, ça peut être un réflexe. Je ne sais Hum. pas ce que je dois faire dans ces cas-là, donc du coup, je vais choisir la figure du père autoritaire qui laisse rien passer et que tout le monde se tait et il faut qu'il écoute la radio ou qu'il lise le journal et tout le monde est terrorisé. Bon, c'est des vieilles images, mais j'imagine que ça existe encore dans certains endroits parce que justement, c'est reproduit parce que bah, cette personne qui fait ça, elle sait pas quoi faire d'autre, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mm. Mais le coup est en effet très fort. Pour revenir à cette histoire de coup, c'est que en effet, tu te débranches de toi-même, Mm, mm. ce qui n'est pas rien. Ouais. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Quand je parlais de coups, c'était en termes justement d'éprouver de solitude actif, on va dire ça comme ça. Je sais Hum, pas si ça. hum, hum. Euh, Et du coup, j'ai une question. Tu as évoqué justement la transgénérationnalité, l'hérédité. Il y a à la fois justement des modèles qui sont plus trop d'actualité, et puis il y a les personnes qui, parce que les temps changent, vont décider de ne pas ressembler à leurs parents, vont essayer de se carapater dans quelque chose de nouveau, exclusivement nouveau, et donc vont rester. Alors mon image du moment, c'est ça. C'est il y a une piscine et il faut la traverser pour être de l'autre côté. Et donc à mon sens, il faut passer par cette piscine de je ressemble à mes parents pour arriver de l'autre côté. Sinon, en fait, on reste du côté où on n'a pas touché l'eau et on est plus occupé à essayer de pas toucher l'eau
qu'à devenir qui on est, d'une certaine façon. Alors, je sais Oui, bien pas, sûr. voilà, comment ça résonne pour toi, ça? Est-ce qu'on ne trouve pas notre singularité au-delà de nos héritages et non pas avant? Ah bah en tout cas avec nos héritages, évidemment. On fera pas sans et c'est dans ce drôle de bariolage, dans ces mille contradictions, que, que, que se trouve quelque chose d'un geste qui est le nôtre et qui, paradoxalement, quand on arrive à le déployer, peut avoir vraiment une efficacité et une fécondité. Mais, euh, mais c'est pas dans le fait de se purifier. D'ailleurs, et en même temps, je dis ça, mais bien sûr que comme tout le monde, il y a eu dans mon geste parental des choses qui étaient des hantises que je ne voulais surtout pas reproduire. Et le problème, c'est que tant que ce sont des hantises, finalement, on a mille manières de refaire le truc sans s'en apercevoir. Pour reprendre, euh, pour reprendre le mythe d'Oedipe, il y a mille manières de fuir Corinthe à toutes jambes pour se retrouver à Thèbes. C'est en général ce qu'on fuit vraiment désespérément, on se débrouille pour le provoquer. Et en général, selon des modalités qui sont suffisamment différentes pour on les identifie pas. C'est exactement comme Oedipe. Il arrive à Thèbes, il se dit bon, mes parents sont à Corinthe, je risque pas de coucher avec ma mère et de tuer mon père. Bah manque de bol. C'est justement parce qu'elle ressemble pas à ta mère que tu vas l'épouser, hein, à celle que tu crois être ta mère. Voilà. Donc il y a mille façons de se dire non, ça vraiment ce qu'ont fait mes parents là, j'ai tout fait pour être sûr de ne pas le reproduire. Et finalement, le négatif d'une photo, c'est la photo elle-même. Hein, au fond, d'une manière dont on s'aperçoit pas d'être en train de faire exactement la même chose. Bon. Ce piège-là, je vois pas comment on ne tomberait pas tous dedans aux endroits où les éducations qu'on a reçues sont encore un peu vécues de manière traumatique. Et où du coup le refus qu'on en a est un refus qui est encore un peu phobique, qui nous dépasse.